Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les crimes en col blanc. Théorie, stratégie de défense et mouvement du pouvoir. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Céline Hullopouyat, La restauration monumentale en question 2011. Jean Rivière, Monde en mutation dans un système en crise 2011. Jean-Pierre Salveta et Catherine Izzo, Plaidoyer pour la Turquie. De François Ier à Nicolas Sarkozy, 6 siècles de relations franco-turques, 2011. Florence Sanson, Une femme présidente pour la France, 2011. Philippe Kem, Monnaie bien publique ou Banque Casino, 2011. Elsa Forêt, Christophe Gélaud, Internet, Machine à voter et démocratie, 2011. Alain Zolty, L'espoir citoyen, 2011. Hervé Caudron, Quand les sagesses nous endorment, 2011. Daniel Lago, Le droit international et la guerre, nouvelle édition 2011. Franck Mistiaen, La richesse n'est pas produite ou Essai sur la nature et l'origine de la valeur marchande et la richesse matérielle, 2011. Hélène Hatzfeld, Les légitimités ordinaires, 2011. Ricardo Campa, La place et la pratique plébiscitaire, 2011. Bernard Lavrini, La grande muraille nucléaire du troisième millénaire, plaidoyer pour un bouclier antimissile européen 2011. Arnaud Kaba, Le commerce équitable face aux réalités locales, l'exemple d'une plantation de Darjeeling 2011. Christian Savès, Éthique du refus. Une geste politique 2011. Louise Fine. Les crimes en col blanc. Théorie, stratégie de défense et mouvement du pouvoir. L'Harmattan. Ouvrage du même auteur. Recherche qualitative et cyberespace-temps. Crimes en col blanc et autres problématiques contemporaines. 2011. Presse de l'Université du Québec. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 806 9. EAN 9 782 296 558 069. À tous ceux qui s'intéressent au jeu de l'immunité, aux mécanismes de déviation, aux structures fantômes, aux arènes de négociation multiples, aux stratégies de défense, aux rituels organisationnels contemporains, aux institutions totalitaires et aux systèmes de privilèges et de barrières. 1. Les structures fantômes, Shadow Structure, O'Hara, 2005. Des structures parallèles d'autorité et d'influence qui diluent l'ordre formel de l'organisation. Par extension, dans un système donné, ces structures pourraient s'apparenter à toutes les organisations qui minent la confiance et sapent la cohésion sociale. Sigles et abréviations. CFO, Chief Financial Officer. CFTC, Commodity Future Trading Commission. SEC, Securities and Exchange Commission. FERC, Federal Energy Regulation Commission. GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. GAO, General Accounting Office. SPE, Special Purpose Entities. SPV, Special Purpose Vehicles. CA. Conseil d'administration. Introduction. Alors que la justice est de plus en plus encline à se négocier, à se marchander, à s'avouer plus efficace quand elle évite le procès, Eman 1975-1977, 2002, Katz 1979a, Daillé 2000, Host et Van de Kerkhove 2002, Compte de particulier à L'. Aube des années 2000,
les crimes en col blanc 2, les crimes des privilégiés, les crimes des élites, les crimes des puissants, Simon et Edson 1982, Box 1983, Galanter 1999, Tombs et White 2003. Est-il justifié de les étudier à part, de leur consacrer un livre? Une réponse rapide serait de dire qu'ils fracassent des records en termes de victimes 3, qu'ils sont en mesure de déstabiliser les gouvernements, de secouer les marchés financiers, ou encore de favoriser l'expansion des organisations criminelles et des groupes terroristes, Ruggiero 1996. 2002, Michalowski et Cranmer 2006. En outre, plus souvent qu'autrement, les instances de contrôle chargées de surveiller les infracteurs présumés de crimes en col blanc sont marquées au sceau de dérives récurrentes, voire endémiques, Pierce et Tombs, 1989-1999, Grabowski 2009. Or, un des nombreux paradoxes des crimes en col blanc, et non le moindre, se révèle dans le constat qu'encore aujourd'hui, ces conduites sont peu étudiées et ne constituent pas à tous les coups un créneau de pointe dans le domaine de la recherche en criminologie. Faut-il pour autant conclure de manière hâtive à la conspiration, au déni, au manque d'intérêt criminologique de ces crimes? Ce serait faire injure à la complexité des mouvements du pouvoir, dont les premières manifestations remontent à plusieurs siècles. Un examen attentif des crimes en col blanc démontre clairement que depuis fort belle lurette, des alliances stratégiques et des considérations liées au statut social des infracteurs présumés ont pu jouer un rôle dans la frilosité des différents paliers politiques à s'attaquer de front à un problème récurrent de criminalité, celle perpétrée par les notables des villes et des cantons. En effet, de manière quasi systématique, précisément afin de ne pas s'aliéner les élites, la recherche du compromis par les instances gouvernementales, au détriment de voies plus répressives, a été de mise. Carson, 1980b 1994. Il aura donc fallu attendre Sutherland, 1940, pour que les crimes des privilégiés soient remis à l'ordre du jour. Dans un contexte post-Enron 4, alors que des affaires spectaculaires démontrent l'ampleur de certains schèmes frauduleux 5, faut-il plus de lois, de règlements, de surveillants, de self-control, d'autorégulation, de dénonciation? Faut-il laisser faire, éduquer les victimes potentielles, faire preuve de fatalisme ou bien se dire qu'après tout, les crimes en col blanc sont inhérents au capitalisme? Peut-être faut-il opter pour toutes ces modalités répressives et éducatives en concomitance, tout en continuant de privilégier la voie de la conformité des acteurs. Pour mieux trancher le débat et apporter des pistes de réflexion à des questions qui n'ont pas fini de secouer les économies capitalistes, nous proposons au lecteur une escapade en plusieurs temps. Il sera plus aisé alors de comprendre et d'expliquer la récurrence de ces comportements, la nature hautement organisationnelle de ces conduites, et les particularités de la réaction sociale qui entoure la saisie des crimes en col blanc. Il sera également possible de décoder le parcours complexe des échappatoires auxquels les infracteurs présumés de crimes en col blanc ont recours, lorsqu'ils font ou pourraient faire l'objet de l'attention des organes de contrôle, agences gouvernementales, procureurs. Plus souvent qu'autrement, les infracteurs présumés de crimes en col blanc se targuent d'avoir droit à ces échappatoires pluriels, parfois en raison de leur statut social, de leurs allégeances politiques, de leur générosité chiffrée à la culture ou au sport, de leur pouvoir économique, ou de toutes ces légitimes revendications en même temps et plus encore. En la matière, les crimes en col blanc et leurs auteurs n'ont pas fini de nous étonner. Les contradictions apparentes et invisibles, entourant l'étude des crimes en col blanc, et par voie de conséquence, la prise en charge des infracteurs présumés par les autorités compétentes, doivent être évaluées à l'aune de la difficulté d'établir sans l'ombre d'un doute que les conduites à l'étude sont véritablement des crimes 6 pour les instances de contrôle. Il s'agit de déterminer si les conduites sous enquête relèvent de Ordre du pénal 7 ou bien de formes parallèles de justice, civile, administrative, infrajudiciaire. Le constat que la solution du conflit peut se conclure en empruntant des voies de négociation plurielles, hybrides et secrètes, rend bien évidemment compte des paradoxes nombreux qui alimentent la problématique des crimes en col blanc. En l'occurrence, la réaction sociale qui est réservée aux infracteurs présumés de crimes en col blanc, dont les conduites se déploient dans un contexte légal, s'exprime à l'aune des controverses qui la caractérisent. Parfois, l'accusé doit répondre de ses actes devant des instances pénales, parfois, en échange du paiement d'une amende, il peut reprendre ses activités comme si de rien n'était. Le choix d'opter pour une forme de règlement plutôt que pour une autre,
tout en répondant à des critères logiques, comme la nécessité d'obtenir un dédommagement pour le plaignant, n'en semble pas moins, en maintes occasions, se déployer sous le signe de l'arbitraire. En effet, comment concilier manquement à l'éthique et infraction aux lois ? Comment trouver un juste milieu entre les sanctions qui s'imposent en cas de non-respect des règles implicites d'un ordre moral et celles qui devraient résulter de la commission d'actes criminels ? L'enjeu d'une société juste, organisée, soucieuse des garanties constitutionnelles pour chacun de ses membres doit-il nécessairement s'accommoder de systèmes de justice pluriels ? Qu'en est-il des mécanismes de déviation et des barrières instaurées par les infracteurs présumés eux-mêmes ? Qu'en est-il de leurs complices multiples qui les aident au quotidien à limiter l'accès à des informations sensibles qui les concernent ? Des informations susceptibles de s'avérer compromettantes pour eux par la suite. En matière de crimes en col blanc, faut-il cibler les individus ou les organisations ? Les barèmes décisionnels qui s'appliquent pour les individus devraient-ils être les mêmes que ceux requis pour les sociétés commerciales ? Faut-il opter pour des voies de règlement spécifiques dans le cas des personnes ? Et par ailleurs, recourir à d'autres types de négociations dans les affaires mettant en scène des entités fictives ? Lorsque l'on veut traiter des crimes en col blanc, peut-on se satisfaire de la fenêtre restreinte de l'étude des crimes économiques, FIN 2010B ? Faut-il se limiter à l'examen des cas traduits devant les instances pénales ? La pluralité des motifs des coupables est-elle de nature à moduler la sentence qui leur sera imposée ? Faut-il être plus sévère quand les crimes ont été commis à des fins d'ordre personnel, et par voie de conséquence être plus clément quand les conduites avaient pour dessein la croissance de l'organisation ? Le travail des instances de contrôle consistait-il à se demander si les infracteurs présumés avaient pour objectif la consolidation de leur position au sein de la structure qui les abrite ? Ces questions peuvent sembler étranges. Mais plus étrange encore s'avère être la nature des liens qui unissent les accusés aux élites politiques. En effet, à l'écho des ambiguïtés inhérentes au crime en col blanc, dont nous venons de tracer à grands traits les paramètres, d'autres préoccupations plus politiques méritent de faire leur entrée en scène. Ainsi, on pourrait se demander si la hausse des prix des denrées alimentaires et la crise du pétrole, récurrente et endémique, ne sont que des conséquences directes d'une corruption généralisée à hauteur des instances politiques internationales ? Est-ce que les réseaux de crimes en col blanc sont susceptibles d'affecter nos vies, la performance des marchés économiques, le bon rendement des actions et la cohésion sociale ? Pourquoi la transparence demeure-t-elle le garant de gestion saine ? Les dérives du système sont-elles des conséquences immédiates des crimes en col blanc ? À quel moment les conflits d'intérêts des élites sont-ils susceptibles de compromettre la viabilité des démocraties ? Pourquoi vouloir lier ensemble crimes en col blanc et arène politique ? Les fraudes, les détournements de fonds, les opérations de blanchiment d'argent, les falsifications de comptes, la corruption et les collusions de prix 8 sont-elles des activités normales dans un système capitaliste ? Ces conduites sont-elles véritablement la norme dans le monde des affaires ? Pour répondre à ces questionnements, ou du moins pour en sonder les limites, dans un contexte où la crise économique neuf a remis à l'ordre du jour des thèmes comme la fragilité et la porosité des systèmes de surveillance, nous nous proposons dans ce livre de scruter les crimes en col blanc sous l'angle du processus de la négociation de plaidoyer, plea bargaining 10. Un prétexte, sans doute, à explorer les mouvements du pouvoir. D'ores et déjà, notre insistance à parler d'institutionnalisation, de comportements récurrents, de conduite organisationnelle systémique, préfigure un traitement des crimes en col blanc qui s'inscrit dans une tradition criminologique ne dédaignant pas d'envisager sous l'angle des complicités, des alliances politiques et des dérives des agences gouvernementales, des actes, plus souvent Q', autrement passés sous silence 11, précisément, dans la mesure où les infracteurs présumés bénéficient de mécanismes de déviation multiples et complémentaires. Par mécanisme de déviation, il faut entendre toute procédure ou tractation apte à permettre à l'infracteur présumé d'échapper aux organes de contrôle. Par extension, lorsqu'un crime est traité, par exemple, sous l'angle d'une infraction aux normes du bâtiment plutôt que comme un meurtre 12, la situation réelle, les accusés bénéficient d'un mécanisme de déviation qui relève du cadre proposé par la loi. Ainsi, eu égard à la rhétorique à l'œuvre, les infracteurs présumés sont en position de bénéficier d'échappatoires qui se traduisent concrètement par une mise en accusation pour un crime de moindre importance,
dans l'exemple cité, l'infraction aux normes du bâtiment que le crime initial, la mort de nombreux employés pris au piège par des portes de sortie fermées à clé 13. À l'évidence, compte tenu des conséquences immédiates, explicites et implicites que leur conduite provoque à court et à long terme, il apparaît plus que nécessaire de s'intéresser aux diverses manifestations des illégalismes des privilégiés. En outre, étant donné que dans le cas des crimes en col blanc, les mêmes actes peuvent donner lieu à des poursuites devant des instances différentes, il apparaît d'un réel intérêt de repérer les considérations et les critères qui viennent moduler les négociations dans le cas des infracteurs présumés de crimes en col blanc lorsqu'ils font ou pourraient faire l'objet de l'attention des organes de contrôle. Pour mémoire, la pluralité des voies de négociation auxquelles les infracteurs présumés de crimes en col blanc ont accès leur permettent souvent d'échapper aux poursuites pénales 14. Pour montrer à la fois la cohérence historique et diachronique qui sous-tend l'étude contemporaine des crimes en col blanc, dans le premier chapitre, nous procédons à l'examen des théories qui leur sont relatives, avec une nette propension à repérer celles qui se sont développées dans la foulée des scandales financiers ayant secoué le territoire états-unien en 2001 et au cours des années suivantes, Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia. Par la suite, dans le deuxième chapitre, nous explorons l'univers des crimes en col blanc en apportant une attention particulière aux conditions du silence qui font en sorte que, bien souvent, les infracteurs présumés de crimes en col blanc ne sont pas inquiétés outre mesure par les instances de régulation, et que par ailleurs, pour eux, l'option de prédilection sollicitée en vue de régler les conflits qui les opposent aux autorités compétentes ne relève pas nécessairement du champ pénal. Dans le troisième chapitre, nous passons en revue les stratégies de défense susceptibles d'être invoquées par les infracteurs présumés de crimes en col blanc, lorsqu'ils font ou pourraient faire l'objet d'accusations formelles portées par les procureurs ou par les agences gouvernementales mandatées à cet effet. En somme, dans cette première partie, nous dressons un portrait des conditions qui président au choix d'opter pour une forme de règlement plutôt qu'une autre lorsque les infracteurs présumés de crimes en col blanc sont mis au banc des accusés. La deuxième partie est entièrement consacrée à l'examen de l'affaire Enron, dont la faillite a été enregistrée aux États-Unis en 2001, un cas d'école analysé sous l'angle explicite de la négociation de plaidoyer, plea bargaining, une pratique judiciaire et infrajudiciaire qui a cours dans les pays anglo-saxons. L'étude de la négociation de plaidoyer, dans le cas des crimes en col blanc, représente une véritable opportunité en vue de mieux saisir les jeux de pouvoir en action dans les affaires où politique et économie s'organisent suivant des visées communes, précisément parce que l'ensemble des arguments développés par les différentes parties en lice contribue à influencer le choix de l'arène de négociation qui sera adoptée pour y traduire les inculpés, le type des accusations qui seront portées contre eux, ainsi que la nature de la sentence qui leur sera imposée. Dans un premier temps, sont examinés le protocole de recherche et les divers concepts sollicités à des fins d'analyse. Dans un deuxième temps, nous passons en revue les éléments, les mouvements du pouvoir, qui ont permis à Enron de s'engager dans la perpétration de schèmes frauduleux ayant mené à la faillite de l'entreprise. Dans un troisième temps, nous ciblons les stratégies défensives et offensives développées par les infracteurs présumés et leurs divers complices interpellés par la révélation de la fraude à hauteur internationale. En un mot, ce sont les rituels de négociation qui sont recensés. Enfin, la théorie des systèmes de privilèges et de barrières issus de l'examen du cas Enron, un cadre explicatif des crimes en col blanc, est exposée dans un quatrième temps. Au final, il apparaît que la manière dont les infracteurs présumés de crimes en col blanc sont appréhendés et traités par les instances de contrôle constitue un moyen, si modeste soit-il, de mieux comprendre et d'expliquer les négociations susceptibles de s'organiser dans le cas de crimes similaires ou connexes, par exemple. Les infracteurs présumés entretiennent des liens étroits avec le crime organisé, les complices des accusés sont institutionnels ou étatiques, les accusés sont membres d'organisations criminelles. En outre, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'opérations menées en lien avec les organisations criminelles ou d'autres types de crimes organisationnels, la prise en charge des infracteurs présumés et le traitement qui leur est réservé constituent autant de situations susceptibles de donner lieu à l'expression de formes de justice parallèles. En ce sens, à l'époque contemporaine, après la chute du World Trade Center et de la crise existentielle qui a secoué la communauté internationale 15,
Il semble d'un réel intérêt de scruter la manière dont la justice s'exécute au quotidien, et pour ce faire, les crimes en col blanc constituent une approche des plus fécondes. 2. La définition elle-même des crimes en col blanc pose problème, comme nous le verrons plus loin. Au fil du texte, des éléments de définition seront proposés, notamment pour montrer l'importance d'étudier autant les crimes commis par les individus que ceux commis par les sociétés commerciales. 3. Sur la question des victimes voir, Ruggiero 2010, Kroal 2010, Magurin et Friedrich 2010, Finn de 010b. 4. L'expression est de Mistral de Boissieu et Lorenzi, 2003. 5. Le cas Madoff, l'affaire Lacroix, l'affaire Jones. 6. Pour une mise en contexte des crimes en col blanc, en particulier voir, Magurin et Friedrich 2010, Kroal 2010, Ruggiero 2010, Finn, de 010b, de 010c. 7. Pour éviter toute confusion, toutes les fois qu'il est question du pénal, nous voulons parler de lois et de procédures relevant du code pénal, parfois aussi appelé le code criminel, notamment au Canada. 8. Price fixing. 9. En 2009 et 2010, les contre-coups et les soubresauts de la crise économique mobilisent toujours politiciens, cours de justice et médias nationaux et internationaux. 10. Dans les pays où règne un système accusatoire de justice, une longue tradition en matière de plea bargaining, négociation de plaidoyer, a façonné les rapports des accusés avec le système de justice. 11 en particulier, voir Sutherland, 1983, Vaughan, 1983, 1998-2007, Clinard, 1983, 1990, Yeager, 1993-2007. 12 Pour une description en profondeur de ce cas spécifique, voir Cullen, McStad et Cavender, 1987. 13 Dans cet ordre d'idées, nous relevons que les victimes du déversement toxique à Bhopal ne veulent pas que l'on utilise le terme accident pour désigner la catastrophe. For accident implie blamelessness. Alan Little, 7 juin 2010, BBC News. 14 Au sens des lois prévues explicitement dans le Code criminel, par exemple au Canada, ou encore dans le Code pénal, lorsque cette terminologie est utilisée. 15 Rappelons que les pays industrialisés ont d'une certaine manière été contraints de prendre position, en faveur ou contre les adversaires en lice. Première partie Les crimes en col blanc. Des actes criminels ou des conduites commerciales ? Est-il possible de retracer les modulations des négociations qui s'organisent dans le cas de conduites aptes à secouer les marchés financiers ? Est-il seulement possible de documenter les crimes des puissants ? Que nous apprennent les crimes des privilégiés ? Qu'en est-il du pouvoir réel et supposé de l'infracteur présumé ? Peut-il agir sur le processus de la négociation de plaidoyer ? Et si oui, comment ? Peut-il invoquer sa respectabilité et son prestige pour retarder ou empêcher que des accusations ne soient portées contre lui ? Peut-il justifier ses actes en invoquant des arguments crédibles qui ne sont accessibles qu'à lui seul ? Quels sont les critères à partir desquels il va expliquer sa conduite ? À quel type de mécanisme de déviation peut-il accéder ? Et en vertu de quels privilèges et de quelles barrières cèse ? Quand la stabilité politique et l'essor économique sont en jeu, quelles sont les voies de règlement les plus susceptibles d'être mobilisées ? Suivant quels paramètres et en vertu de quelle dynamique ? Est-ce que certaines arènes de négociation vont être sollicitées plutôt que certaines autres ? Pour quelle catégorie d'acteurs et dans quel dessein est-il préférable d'opter pour le pénal, ou bien de recourir à des ententes à l'amiable ? Quels sont les principes organisateurs qui vont peser sur les négociations entre les différents acteurs en lice ? Suivant quels paramètres est-ce que les systèmes de justice appréhendent les infracteurs présumés de crimes en col blanc ? Quelles rhétoriques sont susceptibles d'être déployées par les différentes parties en lice pour influencer la qualification judiciaire de l'accusé ? Dans le cas de crimes dont les répercussions politiques et économiques sont de stature internationale, quels espaces de négociation vont être créés, dans le dessein de s'assurer d'un dénouement conforme aux attentes de l'administration au pouvoir ? Quels rituels de négociation sont de nature à paver les routes de la justice ? Quels mécanismes de déviation sont susceptibles d'être mobilisés par les instances politiques et par tous les acteurs qui négocient la résolution du conflit, lorsque la situation l'exige pour s'assurer que l'infracteur présumé reçoive le traitement approprié ?
Pourquoi les mécanismes de surveillance sont-ils considérés comme des complices quand des scandales financiers comme Enron, WorldCom, Adelphia et Global Crossing surviennent? Quand des fraudes gigantesques sont révélées au public incrédule, les agences gouvernementales sont-elles susceptibles de devenir des boucs émissaires en vue de masquer les dérives du système? Que cherche-t-on alors à occulter? Les conflits d'intérêts multiples? La véritable vocation du système financier et politique? Pour apporter des prémices de réponse à ces diverses questions, dans cette première partie 17, nous nous proposons de souligner les liens qui existent entre, d'une part, les cadres légaux, judiciaires, politiques et régulateurs à l'intérieur desquels évoluent les infracteurs présumés de crimes en col blanc, et d'autre part, les arguments défensifs qu'ils sont en mesure de déployer pour mettre fin à un litige, un conflit les opposant à l'appareil étatique. Dans le premier chapitre, nous examinons les théories des crimes en col blanc, ce qui devrait nous permettre de jeter un éclairage multidimensionnel sur la modulation du processus de la négociation de plaidoyer qui se développe dans le cas des infracteurs présumés, précisément ceux dont les conduites font l'objet de l'attention des instances de contrôle. Ces théories vont constituer une plateforme unique pour mettre en contexte les dimensions qui jouent un rôle décisif dans l'issue des règlements orchestrés par les autorités compétentes. Dans le deuxième chapitre, nous ciblons les composantes qui, à des degrés divers, facilitent l'élaboration de stratégies de défense sophistiquées aptes à permettre aux infracteurs présumés de contester leur mise en examen, ou cette éventualité et éventuellement la nature de la sanction qui leur sera imposée. Par voie de conséquence, en examinant les conditions du silence qui caractérisent les crimes en col blanc, il sera possible de mieux saisir la complexité et l'efficacité des stratégies de défense susceptibles d'être mobilisées par les acteurs en lice. Par la suite, dans le troisième chapitre, nous procédons à une recension des arguments défensifs généralement mis de l'avant par les accusés lorsqu'ils font ou pourraient faire l'objet de l'attention des organes de contrôle. Concrètement, à l'intérieur d'un terrain fertile, les infracteurs présumés de crimes en col blanc ont toutes les chances de développer des explications qui vont paraître crédibles aux diverses audiences concernées. Chapitre 1 – Les théories des crimes en col blanc. D'un point de vue diachronique, on est frappé par la constance de certaines occurrences. La régularité, par exemple, avec laquelle la théorie des pommes pourries refait surface au fil du temps constitue un sérieux indicateur de son utilité immédiate et ponctuelle. D'autre part, il faut relever la formidable migration de cette théorie, non seulement entre des lieux organisationnels de pouvoir, mais aussi d'un côté de l'Atlantique à l'autre. En outre, la constance des apparitions de la théorie des pommes pourries confirme qu'en dépit des mutations politiques, économiques, culturelles, légales et institutionnelles affectant les sociétés, les conditions du crime et de son expansion restent les mêmes. Ainsi, les tentatives déployées par les infracteurs présumés pour échapper à la sanction s'inscrivent dans un continuum historique. Le cadre explicatif évolue. Il est sollicité par des acteurs nouveaux qui s'affirment dans la modernité, mais leur stratégie défensive et offensive copie les balbutiements défensifs des premiers infracteurs présumés de crimes en col blanc, alertés qu'à leur puissance ne pouvaient se greffer que des schèmes explicatifs en mesure de traverser les siècles. En fouillant les propositions théoriques dérivant de l'étude de crimes en col blanc spectaculaires, en relevant les éléments de définition et les argumentations conceptuelles que ces théories génèrent, en décrivant les mécanismes de déviation qu'elles mettent en scène, et en précisant le rôle joué par le contexte politique, légal, social, judiciaire et économique dans l'évolution des négociations, il sera possible, selon toute vraisemblance, de jeter un éclairage fécond sur la manière dont les crimes des puissants sont traités dans les économies capitalistes. Carson, 1980 à 1994, Box, 1981, Doigt, 1984-2006, Tombs et White, 2003. Dans ce chapitre, nous précédons à la comparaison de perspectives théoriques contemporaines, dont l'objet d'étude gravite autour des crimes des élites, des privilégiés précisément, les crimes en col blanc, un terme générique ayant acquis au fil du temps ses lettres de noblesse. Sans surprise, de fécondes théories relatives aux crimes en col blanc ont émergé dans la foulée de la révélation de crimes notoires, par exemple, la fraude des caisses d'épargne, Save and Loan Fraud, Calavita et Pontel, 1990, 1991, 1993, 1994, l'explosion de la navette Challenger, Vaughan 2007 et plus récemment l'affaire Enron.
une médiatisation forte de ces scandales, des crimes que l'on pourrait qualifier à la suite de Michalowski et Kramer, 2006, de State Corporate Crime 18, a fourni aux chercheurs la trame empirique nécessaire et indispensable à la formulation de développements théoriques et conceptuels multidimensionnels. Avant de poursuivre, une observation s'impose. Les auteurs dont nous faisons un ample usage dans ce chapitre ne présentent pas nécessairement leurs résultats de recherche en affirmant qu'il s'agit effectivement d'une théorie. Mais compte tenu de la portée explicative de leurs travaux en lien avec le traitement judiciaire et infrajudiciaire des infracteurs présumés de crimes en col blanc, nous leur attribuons, à des fins d'analyse, ce statut particulier. Par ailleurs, certains schèmes explicatifs mis de l'avant par les chercheurs portent parfois le titre de théorie, alors même que la question se pose de savoir si la bannière adoptée convient bien pour caractériser ces propositions et ces interprétations spécifiques, si élaborées soient-elles. Enfin, nous admettons que certaines des théories examinées ici s'apparentent plutôt à des stratégies de défense, dans la mesure où ces arguments défensifs ont été, ou pourraient l'être, mobilisés par des avocats de la défense déterminés à faire en sorte que leurs clients ne soient pas soumis à l'exercice pénal, eu égard aux crimes commis. Pour mémoire, dans le cas des crimes en col blanc, l'enjeu étant en particulier d'éviter de purger une peine privative de liberté, les avocats de la défense vont déployer une grande créativité afin de convaincre la partie adverse que le conflit devrait se négocier, de préférence, dans le cadre de procédures infrajudiciaires. Le recours à des procédures pénales en vue de résoudre la situation n'étant qu'une solution de dernier recours. Par-delà les querelles terminologiques, schèmes explicatifs ou théories à part entière, il apparaît d'un grand intérêt d'examiner attentivement les propositions théoriques qui ont été développées par les chercheurs dans le cadre de leurs travaux portant sur les crimes en col blanc. Encore une fois, les principes directeurs, les composantes conceptuelles et les dimensions heuristiques dont sont porteuses ces perspectives théoriques, sont susceptibles de favoriser une meilleure compréhension de la manière dont les conflits des élites politiques et économiques se négocient à l'ère contemporaine. Concrètement, pour discuter des points saillants de chacune des théories à l'étude, nous nous intéressons au travail des agences gouvernementales, aux relations des infracteurs présumés avec le pouvoir politique ainsi qu'aux voies de règlement qui sont adoptées pour y traduire les accusés. Les interactions des instances de régulation avec les coupables et le jeu des alliances politiques entre les divers acteurs en lice semblent en effet des conditions propices à saisir la mouvance judiciaire et infrajudiciaire susceptible d'affecter les infracteurs présumés. 1. La théorie des pommes pourries. En dépit du constat que la théorie des pommes pourries est évoquée, avec une étonnante régularité, dans les affaires portant sur la criminalité en col blanc, les auteurs assument souvent que ces fondements conceptuels sont connus du public et des lecteurs en général, car ils l'évoquent sans nécessairement en préciser les paramètres. En effet, lorsque la théorie des pommes pourries sert de cadre de référence dans un article ou une argumentation, elle ne donne pas systématiquement lieu à une revue en profondeur des principales composantes qui la caractérisent. À maints égards toutefois, comme nous le verrons, la théorie des pommes pourries semble intrinsèquement liée au crime en col blanc. De fait, autant les agences gouvernementales, les politiciens que les infracteurs présumés eux-mêmes ont systématiquement recours à ce cadre explicatif, soit pour justifier leurs actes, soit pour détourner l'attention de leur propre conduite. Par ailleurs, ce cadre explicatif s'est surtout déployé dans des univers où évoluent les acteurs puissants, les arènes des sociétés commerciales, les tribunes politiques, les organisations policières. I1. Viser les pommes pourries. D'une manière récurrente, aux prises avec les conduites criminelles des infracteurs présumés de crimes en col blanc, les agences gouvernementales ont facilement adopté la thèse voulant que la plupart des employeurs sont honnêtes, qu'ils respectent la loi et que les infractions perpétrées ne sont le fait que de quelques propriétaires récalcitrants. Carson, 1980B 1994. Carson, 1980B 1994, établit un lien entre les politiques ambivalentes actuelles des agences gouvernementales et la manière imparfaite dont les autorités de régulation, au Royaume-Uni, dans la première moitié du XIXe siècle, ont résolu les difficultés de faire appliquer la loi régissant les conduites des entreprises et de leurs dirigeants. Par conséquent,
L'institutionnalisation de l'ambiguïté qui s'est développée, de manière synchronique et diachronique, entre les agences gouvernementales et les dirigeants d'entreprises, résulte nommément de la politique institutionnelle qui a été établie dès les premiers instants où ces deux parties ont commencé à négocier leur mode de fonctionnement. Par exemple, en dépit du constat que de nombreux employeurs embauchaient une main-d'œuvre enfantine, et qu'ils passaient outre les exigences de la loi concernant les limites du temps de travail permis pour ces employés d'âge mineur, Carson observe que la Royale Commission de 1833, qui avait établi les paramètres légaux devant servir à identifier les cas d'infraction, a assumé que le système dans sa globalité n'avait pas généré les abus perpétrés. La Commission a donc rejeté l'accusation de mal intrinsèque, générique et vil, qui pesait contre les dirigeants des exploitations visées. Selon l'analyse des autorités, seuls quelques exploiteurs mal intentionnés avaient commis des crimes. L'acte de 1833 a donc été enchâssé sur la base du principe de la thèse des pommes pourries, le principe même qui allait devenir la marque de commerce des crimes en col blanc, Taylor et al., 1962, cité par Carson, 1980b 1994. Pour mieux comprendre la manière dont se sont organisés les rapports entre les acteurs économiques 19 et les agences gouvernementales chargées de faire respecter les lois, il importe notamment de prendre en compte le peu d'enthousiasme des agences à traduire en justice des employeurs, of considerable status, social respectability, and, in the wake of the 1832 franchise reform, growing political influence. Carson, 1980b 1994/66. En optant plus volontiers pour une stratégie visant à entériner une entente avec l'employeur pris en faute, aux dépens de toute autre forme de règlement, les inspecteurs ont surtout tenté d'éviter une confrontation dont ils auraient pu faire les frais, faisant plutôt porter leurs efforts sur la recherche de la conformité des acteurs. Au fil du temps, le mandat des agences gouvernementales s'est rapidement orienté vers un rôle visant principalement à soutenir et à conseiller les entreprises, l'utilisation répétée d'avertissements aux contrevenants devenant alors partie intégrante du travail de surveillance des instances régulatrices. Dans un contexte où les agences gouvernementales considèrent que les crimes ne sont commis que par quelques personnes seulement, et dans la mesure où elles ne ciblent que les coupables identifiables, par exemple, des exploitants de moindre envergure, le système politique, législatif, économique, institutionnel et social, ayant cautionné les conduites sous enquête n'est pas directement mis en cause. Au final, les choix et les décisions opérées de longue date par les agences gouvernementales ont largement contribué à façonner la nature des relations qui se sont développées par la suite avec les infracteurs présumés. I2. Mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. D'une manière schématique, la théorie des pommes pourries consiste à cibler quelques individus, des membres de l'organisation, et à les identifier ensuite, publiquement, comme étant les seuls coupables des infractions commises. Avec pour corollaire immédiat que l'organisation qui est mise sur la sellette par la divulgation d'une situation délictueuse s'empresse de clamer que l'ensemble de l'organisation n'est pas impliqué dans la conduite sous enquête. The Knapp Commission Report 197220. Concrètement, il s'agit d'affirmer que tout va revenir à la normale, aussitôt que les quelques coupables seront exclus de l'organisation. Ponch, 199 421, Poveda, 1994. Pour éviter que l'organisation et le système ayant cautionné les conduites à l'étude ne soient interpellés, à leur tour, sur la place publique, il suffit donc de s'assurer que les vrais coupables soient pris en charge par les instances de contrôle, DOI, 198 422, Barker et Carter 199 423. Or, les administrations qui ont pour réflexe premier d'en appeler à la théorie des pommes pourries pour rendre compte des actes sous enquête, ne cherchent en fait, en dépit de la futilité de cette rhétorique politique, qu'à inventer des explications ou des excuses plausibles. Barker 1994-24. Aussi, lorsqu'une organisation policière, politique, adopte un discours centré sur la théorie des pommes pourries, il y a lieu de supposer que les autorités sont tout simplement en train de redoubler d'énergie pour gérer la crise qui fait rage. En effet, dans le dessein de préserver l'image de l'institution, plutôt que d'admettre publiquement la possibilité que certaines conduites soient le résultat de carences systémiques, l'accent est précisément mis sur la responsabilité individuelle. Concrètement,
En ciblant les pommes pourries, la haute direction de l'organisation 25 n'est pas mise en cause pour sa mauvaise gestion à l'interne, même si la plupart des membres de l'institution ont participé à des degrés divers aux crimes ayant retenu l'attention des instances de contrôle. Carter, 1994. Dans une affaire de corruption en lien avec les membres du Parlement, au Royaume-Uni, Doigt, 1984, constate que les acteurs politiques, écartant la nécessité de fouiller en profondeur les cas de corruption, ont mis l'emphase sur la malveillance de quelques individus, plus que sur la recherche des faits et des actes en mesure de confirmer que la conduite était généralisée à l'échelle de l'organisation. Concrètement, cette stratégie défensive s'est déployée dans plusieurs milieux organisationnels. Et dans de nombreux pays, cette manifestation réactive organisationnelle a eu la faveur des infracteurs présumés. En maintes occasions, les institutions se sont trouvées en position de miser sur le caractère exceptionnel des actes en jeu. Il faut dire que la légalité de la raison sociale de l'organisation sous enquête semble justifier les arguments visant à prétendre à l'absence de complicité en haut lieu. Doigt, 1984, Hilliard, 2003, Sim 2003. Une rhétorique qui trouve preneur, étant donné qu'il apparaît peu probable qu'une organisation criminelle ou une nébuleuse terroriste en arrive à prétendre que les crimes sous enquête ne sont que le fait de quelques-uns de ses membres. Le crime ou l'acte terroriste apparaissant comme un lien fort susceptible de souder les membres entre eux. Au bout du compte, seules les organisations légales, telles les entités économiques, policières et politiques, sont susceptibles de bénéficier d'arguments défensifs déployés en lien avec ce cadre explicatif. Les infracteurs présumés qui ont recours à la thèse des pommes pourries pour expliquer les conduites à l'étude vont faire appel à ce cadre d'interprétation spécifique, précisément parce qu'ils savent pertinemment qu'il a des chances de s'imposer comme une explication plausible. Sommés de rendre des comptes au sujet des conduites criminelles qui ont cours dans l'organisation, les dirigeants vont s'empresser d'affirmer qu'ils ignoraient tout d'un problème de corruption endémique. Dans le cas d'organisations politiques ou institutionnelles, la version des dirigeants a toutes les chances d'être prise au sérieux. Il en va de la crédibilité des instances chargées de faire appliquer les lois, laquelle a parfois préséance sur la vérité. I3. Protéger les supérieurs hiérarchiques. La théorie des pommes pourries s'est largement déployée dans les milieux politiques et policiers dans le dessein de gérer des cas de corruption endémique. Par exemple, dans le cas de la corruption policière, elle a joué un rôle de premier plan en tant que stratégie de défense organisationnelle. The Knapp Commission Report 1972, Doigt 1984, Barker 1994, Barker et Carter 1994, Ponch 199 426. D'une part, l'organisation dont la conduite fait l'objet de l'attention des organes de contrôle est susceptible de retirer des avantages incontestables de l'adoption d'une perspective explicative centrée principalement sur la désignation des coupables. En effet, en attirant concrètement l'attention des autorités compétentes sur les actions de quelques individus fautifs, les crimes sous enquête ne risquent pas d'être interprétés en lien avec le contexte qui les a générés. En outre, eu égard au processus rhétorique mobilisé, les institutions visées sont en position de minimiser l'étendue de la gravité du problème en affirmant que la conduite criminelle ne résulte que de l'initiative de quelques personnes seulement. Cette approche défensive aussi bien qu'offensive permet également de se soustraire à l'exercice consistant à évaluer la globalité, l'ampleur et l'importance des crimes commis dans et par l'organisation. Enfin, cibler les pommes pourries pour gérer une situation endémique permet de protéger les supérieurs hiérarchiques impliqués dans le dossier, tout en évitant de faire soi-même l'objet de suspicions. D'autre part, pour les individus accusés de crimes, deux cas de figure sont possibles. Soit le dossier est réglé à l'interne, soit le coupable est traduit au pénal, surtout lorsque la conduite est de notoriété publique. Cette éventualité est abordée plus en profondeur maintenant avec la théorie de la mise en œuvre sélective des lois, car cette théorie est intrinsèquement liée à la thèse des pommes pourries. 2. La théorie de la mise en œuvre sélective des lois, selective crackdown. Dans le cas de situations dramatiques, comme la fraude des caisses d'épargne 27, la réaction politique consiste à privilégier la théorie des pommes pourries. Carson 980B 1994, Sim 2003. Le gouvernement,
tout en se portant à la défense des institutions financières, va redoubler d'efforts en vue de cibler les coupables identifiés, dans le dessein explicite de les traduire au pénal. Calavita et Pontel, 1994. 2.1. Les agences gouvernementales ont contribué à créer un environnement criminogène. Tel que vu plus tôt, lorsqu'une organisation adopte un discours centré sur la théorie des pommes pourries, il y a lieu de supposer que les autorités tentent de détourner l'attention de leur propre rôle dans les conduites criminelles à l'étude. The Knapp Commission Report, 1972, Doigt, 1984, Poveda, 1994. Étant donné que dans le cas de la fraude des caisses d'épargne, les agences gouvernementales avaient largement contribué à créer la situation qui a mené à l'effondrement des institutions bancaires, le gouvernement n'a pas eu le choix. Il a dû s'impliquer activement dans la résolution du problème. Ainsi, d'une certaine manière, tous les prêts accordés aux particuliers étaient garantis par l'État. 2.2. Restaurer la confiance dans les institutions politiques. L'usage ciblé du pénal pour les coupables suffit parfois à exonérer l'organisation des soupçons de complicité qui pèsent contre elle. Par exemple, en relation avec des événements qui se sont déroulés au Royaume-Uni, Doigt, 1984, observe que lorsque quelques coupables font l'objet de poursuites pénales, cela a pour conséquence d'indiquer, non seulement que les autorités policières sous enquête sont en mesure de gérer adéquatement la situation, mais surtout, qu'il ne saurait être question d'envisager que les conduites sont généralisées au sein des forces policières. Dans cet ordre d'idées, l'utilisation sélective du pénal pour les infracteurs présumés constitue parfois, pour les gouvernants, la seule façon de restaurer la confiance des investisseurs dans les marchés financiers et dans la légitimité des autorités politiques. Calavita et Pontel, 1990, 1991, 1993, 1994, Pontel et Calavita, 1992. 2.3. Restaurer la confiance dans les arènes économiques. Selon Calavita et Pontel, 1994, l'État n'interviendrait de manière aussi impérative et empressée que lorsqu'il s'agit de rétablir la stabilité des marchés économiques. En l'occurrence, eu égard à ce qui s'est passé dans le cas de la fraude des caisses d'épargne, la réaction du gouvernement ne s'est pas cristallisée en empruntant la forme d'une attaque en règle contre les crimes en col blanc, crackdown, une perspective qui a été développée par Katz, 1987. Certes, il y a eu une intensification de la mobilisation du champ pénal, mais ces procédures n'ont été sollicitées que pour certains acteurs ciblés pour gérer la crise en quelque sorte. Pour preuve, les crimes commis par le secteur industriel, les produits usinés et fabriqués en manufacture, ont continué à bénéficier d'une forme de tolérance. Dans un contexte de crise économique, les mesures prises par l'État visent essentiellement à restaurer les circuits financiers mis en péril par les actions des infracteurs et à leur envoyer un message clair. Il s'agit d'un comportement inacceptable. Au final, ce sont surtout les activités qui mettent en péril la viabilité des institutions financières qui font volontiers l'objet d'une intervention pénale. Reichmann, 1993. 3. La théorie des crimes en col blanc qui s'apparentent aux crimes organisés 28. Dans la foulée de leurs travaux portant sur un cas de figure sans égal du point de vue de l'étude des illégalismes privilégiés, la fraude des caisses d'épargne dont nous venons de parler, Calavita et Pontel, 1993, et Calavita, Pontel et Tillman, 1997, ont développé une perspective théorique des plus intéressantes. Ils établissent des liens conceptuels entre les crimes en col blanc et le crime organisé, organised crime. Incidemment, sur la base de leurs observations concernant la Savings and Loan Fraud, la fraude des caisses d'épargne, ils ont mis en évidence le rôle crucial que peuvent jouer la dissimulation, cover-up, et les complicités en haut lieu en ce qui a trait à la durée et à la prolifération de schèmes frauduleux systémiques se déployant à l'échelle d'une industrie. Le cadre théorique proposé par Calavita, Pontel et Tillman, 1997, a donc pour résultat immédiat de permettre une meilleure compréhension des mécanismes de déviation qui interviennent au quotidien dans le cas d'acteurs dont les conduites sont jugées essentielles au bon fonctionnement des marchés économiques, à tout le moins par les instances politiques. 3.1. Des règles comptables floues.
Dans la fraude des caisses d'épargne, les infracteurs présumés ont profité d'un ensemble de circonstances politiques et économiques qui leur ont permis d'exploiter, à des fins d'enrichissement personnel, les multiples zones grises de la régulation. L'absence de règles claires émises par le GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, a notamment fait en sorte qu'autant les investissements directs que les prêts traditionnels pouvaient être comptabilisés à l'enseigne de revenus nourriciers. La distinction entre les uns et les autres n'ayant pas fait l'objet d'une démarcation suffisamment précise, tout était considéré comme de vrais prêts. Autrement dit, les infracteurs présumés bénéficiaient de la possibilité de compter comme des revenus réels un apport financier porteur d'incertitude. Étant donné que les surveillants ne cherchaient pas nécessairement de manière proactive à déceler les échappatoires aux normes qui se développaient dans le cas cité, en général les agences préfèrent agir à l'intérieur d'une zone de confort essentiellement réactive. Les agences gouvernementales n'ont pas sonné l'alarme pour signaler cet état de fait, lequel a été un facteur prépondérant dans la déroute des institutions financières qui a suivi. 3.2. Des réseaux de complicité bien organisés. Sans équivoque, Calavita, Pontel et Tillman, 1997, font la démonstration que les irrégularités financières commises dans le cadre de la Savings and Loan Fraud ont résulté de l'action concertée d'un vaste réseau de complices. Des insiders, mais aussi des outsiders. Par insiders, il faut entendre les directeurs des caisses, les actionnaires, les employés, tandis que la notion d'outsider renvoie plutôt à un large registre d'agents, de courtiers, de clients. Néanmoins, il y a tout lieu d'élargir le concept d'outsider, afin d'y inclure ceux qui ont permis aux infracteurs présumés de bénéficier de conditions régulatrices plus que favorables en ce qui a trait à la mise en œuvre de leurs activités illégales. En effet, dans leurs travaux, Calavita, Pontel et Tillman, 1997, mettent clairement en évidence que les liens privilégiés des infracteurs présumés avec les politiciens ont joué un rôle crucial dans la perpétration des fraudes, leur diffusion à l'échelle nationale, leur déploiement sur une longue période et surtout, la capacité des infracteurs présumés à échapper à toute poursuite pénale. Ce dernier point, un aspect crucial du schème frauduleux, est repris en profondeur plus loin. Pour l'heure, revenons au profil des complices qui ont joué un rôle clé dans les faillites des institutions financières. Dans le cas de la fraude des caisses d'épargne, la nature structurelle du crime est particulièrement bien mise en relief par l'utilisation massive des chaînes de réciprocité, Daisy Chain 29, autrement dit, des réseaux organisés d'acteurs en mesure de s'épauler les uns les autres. Ainsi, de manière concertée, afin de faire monter les enchères, les infracteurs présumés multipliaient les transactions financières frauduleuses entre eux, sans qu'il soit possible après coup de retracer l'ensemble des opérations qu'ils avaient transigées à l'intérieur de leur structure opérationnelle. Avec pour résultat immédiat que chacun des participants était en mesure de se protéger, et de protéger par la même occasion ses complices, de l'intrusion des surveillants, si tant est qu'ils avaient fait leur travail correctement. En outre, tous pouvaient prétendre que la bonne santé financière que leur institution affichait était fondée, preuve à l'appui, alors même qu'elle était au bord de l'effondrement. 3.3. Des corruptions à l'échelle du système politique. Les fraudes et les détournements de fonds qui se sont organisés au sein de l'industrie de l'épargne ont nécessairement été le fruit de conspirations complexes. Le succès de ces transactions illicites a été, en grande partie, tributaire de la complaisance des politiciens et des régulateurs. Les infracteurs présumés qui pouvaient graisser l'engrenage, notamment en distribuant de l'argent aux surveillants et aux élites politiques, étaient tout à fait en mesure de se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites pénales. Plusieurs éléments d'ordre fonctionnel et structurel ont contribué à faire en sorte que les acteurs les plus impliqués dans l'organisation des fraudes n'ont pas été interpellés par les autorités compétentes, en dépit de leurs actions illégales. En premier lieu, dans le dessein de garder son emploi, chacun s'est bien gardé de sonner l'alarme sur les opérations en cours dans les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.